La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 règles par rapport à l'argent, des règles que j'aurais aimé savoir plus tôt. Et si vous appliquez ces principes-là, ça peut drastiquement changer votre trajectoire financière. Je vais parler de fiscalité, je vais également aborder l'indépendance financière et surtout de pourquoi la majorité des gens avec un bon salaire, ils restent pris toute leur vie dans une cage dorée. Et si votre objectif, c'est de ne plus échanger votre temps pour de l'argent et que vous voulez que ce soit vos actifs qui payent pour votre train de vie, il faut absolument assimiler les 5 règles que je vais vous présenter. Et la première règle, c'est que c'est essentiel de comprendre le système fiscal si vous voulez garder le plus d'argent dans vos poches. En analysant la loi de l'impôt sur le revenu, c'est ça qui va vous dire la manière dont vous devriez produire vos revenus et dans quoi vous devriez investir. C'est plate, mais fiscalement, la pire forme de rémunération, c'est sous forme de salaire. Il n'y a aucun avantage fiscal avec ce type de revenu-là. Et en plus, vous avez des cotisations obligatoires à payer. Il y a l'impôt fédéral, l'impôt provincial, les cotisations au régime des rentes du Québec, les cotisations au RQAP. Dans certains cas, il peut également y avoir des cotisations syndicales. Mais bref, toutes les déductions à la source qui sont appliquées sur votre chèque de paye, ça réduit drastiquement le montant net que vous allez recevoir dans votre compte de banque. Tandis que si on regarde du côté des revenus de placement, si on regarde les revenus sous forme d'intérêt, oui, vous avez de l'impôt à payer là-dessus. Et encore une fois, il n'y a pas de traitement fiscal plus avantageux pour les intérêts, c'est-à-dire que les intérêts s'ajoutent à votre revenu imposable, mais contrairement au salaire, au moins dans ce cas-là, il n'y a pas de cotisation obligatoire à payer. Une autre forme de revenu, c'est sous forme de dividende. Donc un dividende, c'est une portion des bénéfices d'une entreprise qui est redistribuée à ceux qui détiennent des actions de la compagnie, ce qu'on appelle des actionnaires. Et dans le cas d'un dividende qui est versé par une entreprise canadienne, il y a un crédit d'impôt qui rend à ce moment-là les dividendes plus avantageux que les intérêts ou un salaire, donc du côté fiscal. Et finalement, la meilleure forme de revenu au niveau de la fiscalité, c'est définitivement le gain en capital. Premièrement, c'est seulement 50% du gain en capital qui est imposable, ce qui veut dire que sur un gain en capital de 100 000 $, il y a seulement 50 000 $ qui vont être imposés. Deuxièmement, vous pouvez également réduire votre gain en capital en déduisant des pertes en capital. Par exemple, vous avez généré un gain en capital de 100 000 $, mais vous avez également réalisé une perte de 20 000 $. À ce moment-là, votre gain en capital, il est de 80 000 $. Et encore une fois, c'est 50% de cette somme-là qui va être imposée. Donc, on parle de 40 000 $ dans ce cas-ci. Et troisièmement, tu peux aussi reporter l'imposition du gain en capital tant et aussi longtemps que tu ne vends pas tes actifs. Par exemple, disons que dans votre portefeuille, vous avez un gain en capital non réalisé de 800 000 $. Tant que vous ne vendez pas vos actions ou vos FNB, vous pouvez reporter l'imposition du gain de 800 000 indéfiniment. Tout ça pour dire que le gain en capital, c'est vraiment la meilleure forme de revenu que vous pouvez générer du point de vue fiscal. Et là, évidemment, si vos investissements sont faits à l'intérieur d'un compte enregistré, donc comme le CELI, le REER, le R3E, tous les revenus de placement sont à l'abri de l'impôt, ce qui veut dire que dans le cas où vous utilisez le CELI pour investir en bourse, le type de revenu n'a aucun impact fiscal, c'est-à-dire que ce soit en intérêt, en dividende ou en gain en capital, vous n'aurez aucun impôt à payer là-dessus. Bref, le point de cette règle-là, c'est qu'il faut absolument considérer la fiscalité dans l'équation si vous souhaitez prendre des décisions financières plus optimales.
Ensuite, la deuxième règle, si vous voulez vraiment atteindre l'indépendance financière, ultimement, il va vous falloir des actifs qui génèrent du cash flow. Par exemple, votre résidence, ce n'est pas un actif qui produit du revenu. En fait, malgré la croyance populaire, une maison, ça ressemble pas mal plus à un passif qu'à un actif. C'est-à-dire que même si le prix des propriétés y augmente au fil des années, durant ce temps-là, vous devez assumer la dépréciation physique du bâtiment. Autrement dit, vous devez constamment l'entretenir puis faire des rénovations juste pour la garder en bon état. Et c'est pas juste ça, en plus des réparations et de l'entretien, pour rester propriétaire de votre maison, vous devez payer des taxes foncières à chaque année. Les taxes municipales, les taxes scolaires, ils augmentent également au fil du temps. Donc si vous pensez que votre résidence est un actif, faites le test, arrêtez de l'entretenir pendant 10 ans, puis après ça, regardez votre actif se transformer en vieille baraque qui attire plus les champignons que les nouveaux acheteurs. Et votre maison, c'est un exemple parmi tant d'autres. Des lingots d'or ou des bitcoins, ce ne sont pas des actifs qui produisent des revenus non plus. T'sais, même au niveau des actions d'entreprises qui sont cotées en bourse, oui, il y en a qui versent des dividendes trimestriels, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne donnent rien en termes de liquidité. Le prix de l'action, il augmente, oui, ce qui fait en sorte que sur papier, vous avez un gain en capital non réalisé, mais reste que si vous voulez réellement encaisser vos profits, il faut que vous vendiez vos actions, c'est-à-dire que vous vous débarrassez de vos actifs par le fait même. Et là, je ne suis pas en train de dire que les actions de croissance, ce ne sont pas de bons investissements. Au contraire, c'est une excellente façon de faire grimper sa valeur nette au fil du temps. De 20 à 50 ans, les actions de croissance sont essentielles à votre portefeuille. En fait, tout ce que je dis, c'est que ce type d'actions-là, les actions qui ne versent pas de dividendes, elles ne produisent pas de revenus pour les investisseurs qui les détiennent. Et quelque part dans le temps, si vous voulez vraiment atteindre l'indépendance financière, il faut que vos actifs produisent suffisamment d'argent pour arriver à payer toutes vos dépenses sans que de votre côté, vous ayez à travailler pour justement générer des revenus. Et c'est pour ça que durant votre vie, pendant que vous générez de l'argent, c'est essentiel de bâtir votre patrimoine et d'atteindre vos objectifs financiers au lieu de dépenser à mesure pour se payer du luxe. Au fait, le but ultime, c'est que ce soit les revenus de vos actifs qui finance vos achats. Et ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple tu veux une Ferrari ou une Lambo, pas de trouble, mais pour moi, tu es vraiment rendu là quand tu peux te la payer avec les revenus de tes investissements et non pas avec les revenus qui découlent de tes heures travaillées. Pour moi, c'est ça réellement l'indépendance financière. Et la troisième règle pour avoir une liberté financière, c'est justement d'augmenter l'écart entre vos revenus et vos dépenses de façon à dégager un surplus à chaque mois. Et plus le surplus est élevé, plus vous avez de la marge de manœuvre. Donc, ma règle par rapport à ça, c'est que en vivant avec 70% de vos revenus nets et en investissant la balance, vous vous donnez les moyens d'accélérer votre progression financière. Et l'idée, c'est de mettre 30% de côté, de prendre cette épargne-là et de la faire fructifier. À ce moment-là, vous continuez de travailler pour générer votre argent, mais avec vos placements, c'est votre argent qui travaille pour vous. Et ça m'amène à vous parler du phénomène de la cage en or. Et grosso modo, c'est le monde qui génère des revenus relativement élevés. Disons un couple qui génère ensemble 200-250 000 par année, mais qui se retrouve avec un train de vie tellement dispendieux qu'ils sont pognés à travailler en malade juste pour acquitter tout leur paiement. Donc oui, ils ont une grosse maison, une belle voiture, ils vivent dans le confort et le luxe, et tout ça, ça a l'air prestigieux, mais de l'autre bord, ils n'ont aucune liberté. Ils ne peuvent pas se permettre de ralentir une seconde et surtout, ils n'accumulent pas de richesse. Au lieu de bâtir leur patrimoine, ils dépensent leur argent à mesure et c'est ça le concept de la cage dorée, c'est quand tes grosses dépenses, elles sont directement financées par ton travail, tu te retrouves à travailler uniquement pour être l'esclave de tes factures puis de financer ton train de vie. Et le point que je veux mettre de l'avant par rapport à ça, c'est que l'important, c'est pas tant combien tu fais, mais plus combien il t'en reste. Parce que c'est avec ton surplus que tu peux acheter des actifs. Ces actifs-là peuvent prendre de la valeur, peuvent dégager des cash flows, produire des revenus, mais ultimement, c'est ça qui va te fournir une source de revenus qui est passive. Et tu peux pas atteindre l'indépendance financière
financière, juste en mettant de l'argent de côté dans un compte épargne, tu n'as pas le choix de l'investir. De un, l'argent, elle perd de la valeur à chaque année, ce qu'on appelle l'inflation. Donc, en faisant rien avec ton cash, tu te garantis que le pouvoir d'achat de ton épargne, il se déprécie au fil du temps. Et de deux, si tu mets 500 $ par mois dans un coffre-fort sur une période de 30 ans, tu vas te retrouver avec 180 000 $, valeur nominale, c'est-à-dire que je ne calcule pas la dépréciation du pouvoir d'achat. Tandis que si tu investis le même 500 $ dans un fonds indiciel qui génère un rendement annuel moyen de 10%, ben dans 30 ans, tu es rendu avec un peu plus d'1 million de $. La différence entre les deux, elle est spectaculaire. Évidemment, c'est l'effet des rendements composés, mais l'idée, c'est que tu peux pas t'enrichir en mettant juste de l'argent de côté. Il faut absolument que tu achètes des actifs avec et c'est comme ça que tu vas bâtir ton patrimoine. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de la 4e règle qui va vous aider en fait à mieux visualiser l'effet des rendements composés. La règle s'appelle la règle des 72 et ça vous permet de calculer combien de temps ça va prendre pour doubler le montant investi en considérant le rendement moyen de vos investissements. Donc, par exemple, si on assume un rendement moyen de 10% par année, tu prends 72, tu le divises par 10, ça donne 7,2, ce qui veut dire qu'avec un rendement de 10%, la valeur de ton portefeuille, elle va doubler aux 7 ans. Et si on fait le même exercice avec un rendement annuel moyen de 3%, tu prends 72, tu le divises par 3, ça donne 24. Autrement dit, si tu places ton cash dans des CPG qui t'offrent un taux d'intérêt de 3%, dans ce cas-là, ça va prendre 24 ans pour doubler la valeur du montant investi. Donc, avec la règle des 72, on peut clairement voir la différence entre investir sur les marchés boursiers, malgré toute la volatilité, versus investir dans des CPG qui sont des certificats de placement garantis. Oui, tu es certain d'avoir un rendement du côté des CPG, mais ça va prendre des années pour venir doubler la valeur du montant investi. Et logiquement, si par exemple le montant il double aux 7 ans, plus le montant est élevé, plus c'est payant. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu investis 10 000, dans 7 ans, c'est rendu 20 000, dans 14 ans, c'est rendu 40 000 et dans 21 ans, c'est rendu 80 000. On s'entend, c'est pas mauvais, mais si on fait le même exercice en commençant avec 1 million de $ investis, avec le même rendement de 10%, dans 21 ans, tu es rendu avec 8 millions. Pour la même prise de risque, la même durée, tout le même principe. Donc, naturellement, plus tu as de l'argent d'investi, plus les rendements te rapportent des sommes importantes. Donc, vous avez tout intérêt à maximiser l'argent que vous pouvez investir, mettre le plus d'argent de côté et le faire travailler sur les marchés boursiers. Et pour finir avec la 5e règle, il faut que je vous parle des 4 types de richesses. Évidemment, la première, c'est la richesse financière, donc c'est en termes d'argent. On parle ici de vos revenus, de votre valeur nette, de votre patrimoine, vos investissements, tout ça. La deuxième, c'est la richesse sociale, donc c'est un peu comme votre rang dans la hiérarchie sociale. Êtes-vous reconnu comme un expert? Avez-vous de l'influence sur les autres? Et oui, je sais que ça a l'air un peu absurde comme concept, mais beaucoup de gens sont en quête de pouvoir et de reconnaissance. Ensuite, il y a 2 autres types de richesses et tant qu'à moi, ces 2-là sont plus importantes que les 2 premières. Le 3e type de richesse, c'est la richesse en termes de temps. Donc, êtes-vous libre de faire ce que vous voulez de vos journées? Avez-vous du temps pour vos hobbies, pour passer du temps avec vos amis, votre famille? Il y a des gens qui atteignent une certaine forme de richesse financière, mais ils font juste travailler. Là. Même en vacances, ils n'ont pas le choix de répondre à leur téléphone. À l'inverse, si vous pouvez prendre des journées de congé quand vous voulez, quand vous contrôlez votre horaire de travail, puis vous n'avez pas besoin de demander la permission à personne pour rester chez vous, ben vous êtes riche de votre temps. Et la dernière forme de richesse, tant qu'à moi, c'est elle la plus importante de tous, et c'est votre santé. Quand vous êtes en santé, vous pouvez avoir des dizaines de problèmes, mais quand vous êtes gravement malade, vous avez juste un problème et c'est justement votre état de santé. Autrement dit, votre santé physique, si elle est compromise,
toutes les autres formes de richesse n'ont plus vraiment d'importance. Et tout ça pour dire que la 5e règle par rapport aux 4 types de richesse, c'est que vous ne devriez jamais sacrifier votre temps et votre santé en quête d'argent ou de statut social. C'est juste d'être conscient que oui, l'argent c'est super important, mais il ne faut pas mettre ça non plus trop sur un piédestal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de saison dans votre vie où ça va devenir votre priorité. Je pense que tu n'as pas le choix, surtout au début pour atteindre un certain niveau de confort puis d'être capable de survivre au minimum. Mais ensuite de ça, je pense pas qu'il faut cannibaliser votre santé puis tout votre temps seulement en quête d'avoir un gros compte de banque ou pour atteindre un titre ou une réputation quelconque. Et c'était ça mes 5 règles par rapport à l'argent. Donc sur ce, je vais terminer l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.